L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Joel Embiid est peut-être encore un immense joueur NBA, mais aujourd'hui, je pense qu'il est surtout devenu un problème pour les Sixers. Et le truc, c'est que plus Philadelphie attend, plus cette situation risque de devenir impossible à gérer. Bon, vous vous en doutez, encore une fois, cette vidéo n'a rien à voir avec les sondages Insta. Mais avec les playoffs, le sweep de New York et tout ce qu'on entend en ce moment autour de Philly, il fallait que je traite ce sujet le plus vite possible. Il y a des fois où t'as l'impression d'assister à la fin d'un truc important en direct, et là, chez les Sixers, c'est ça sent la fin de cycle. Après, continuez quand même à voter sur Insta. Ce week-end, j'ai lancé un nouveau sondage et je vous oublie pas. Je ferai de mon mieux pour sortir la vidéo que vous choisirez d'ici la fin de semaine en fonction de ce qui se passe en playoff. Donc si c'est pas encore fait, allez me suivre là-bas sur Instagram pour faire entendre votre voix. Et évidemment, abonnez-vous ici aussi parce que vous le voyez en ce moment avec les playoffs. Sur cette chaîne, une vidéo peut popper n'importe quand. Mais ouais, aujourd'hui le sujet c'est pas juste de dire si Embiid est cramé ou s'il est encore bon, ce serait trop simple. Le mec reste capable de sortir des séquences de mutants, même avec un corps qui décrépit, et c'est presque ça qui rend le dossier aussi piégeux. Il te donne encore envie d'y croire, sauf qu'en même temps, tu regardes les Sixers jouer avec lui, puis sans lui, et t'as presque l'impression de voir deux équipes différentes. Une qui ralentit autour d'un pivot dominant, une autre qui court à 200 à l'heure autour de Maxey et Edgecombe. Et la vraie question, c'est même plus de savoir s'il faut transférer Embiid, c'est plutôt qui va vouloir tenter parmi les autres équipes NBA un tel pari. Allez, installez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une décision qui littéralement pourrait changer l'avenir de ces Sixers. Pendant quelques jours, les fans de Philadelphie, moi le premier, ont vraiment cru que cette fois, c'était la bonne. L'histoire allait enfin changer. Et malheureusement, ma vidéo d'il y a un peu plus d'une semaine s'est périmée aussi vite que les Sixers ont été éliminés. La série contre Boston, franchement, c'était le genre de truc qui pouvait faire espérer direct. T'es mené 3-1, t'as déjà les mêmes phrases en boucle dans la tête, en mode bon, bah voilà, encore une fois. Et derrière, Philly gagne 3 matchs de suite, dont un Game 7 au TD Garden complètement épique. Les Sixers n'avaient plus sorti Boston en playoff depuis 1982. Embiid lâche 34 points, 12 rebonds, 6 passes, son premier Game 7 gagné en carrière. Et pendant quelques jours, ouais, ça ressemblait presque à un miracle, un déclic. Et je vous cache pas, j'ai commencé à y croire. Cette série-là donnait enfin l'impression de mettre un terme à cette malédiction. Toutes ces soirées depuis l'arrivée de Joel où tu finis par te dire que tu peux rien faire, à chaque fois ça tourne mal. Sauf que là pour une fois, Philly survit et surtout même diminué après une opération de l'appendicite, Embiid tourne encore à plus de 30 points contre Boston sur la série. Il attire les prises à deux, il protège le cercle, il impacte et toute la franchise se raccroche à lui. Sauf que la série contre les Knicks a ramené tout le monde très vite à la réalité. Le Game 1 au Madison, c'est pas une petite défaite, c'est une gifle, 137 à 98. Brunson marche sur Philly avec 35 points, dont 27 en première mi-temps. Les Knicks jouent plus vite, plus dur, et les Sixers ont l'air complètement vidés. Puis plus la série avance, plus cette sensation devient violente. Même quand Embiid revient après ses soucis de hanche et de cheville, même quand il continue de produire des séquences très fortes individuellement, ça ne change plus la dynamique globale. New York contrôle les matchs, et Philadelphie subit. Et franchement, c'est à travers ça que peu à peu, j'ai commencé à sentir la fin d'un truc. Cette équipe, elle donne plus vraiment l'impression d'avancer, elle survit, elle serre les dents. Les rotations sont lourdes, les cadres tirent sur la corde, et mentalement aussi, tu sens que ça pèse. Embiid, lui, continue de se battre, de produire, de jouer blessé, mais autour, tout paraît fragile, comme si chaque embellie des Sixers devait être suivi d'une tempête. Le process n'a pas tout raté, évidemment. Philly a eu un MVP, des saisons à plus de 50 victoires, Maxey, Edgecombe, mais au bout du compte, toujours pas de finale NBA, même pas une finale de conférence avec Joel. Et là, après ce sweep contre New York, difficile de ne pas penser qu'un chapitre vient de se terminer. Sauf que le problème avec Joel Embiid, si c'était officiel qu'il était complètement cramé, cette vidéo durerait 4 minutes et basta. Parce qu'en vrai, même aujourd'hui, même avec un corps qui part en vrille dans tous les sens, Embiid reste capable de rappeler à toute la NBA pourquoi Philly a tout construit autour de lui pendant presque 10 ans. Le meilleur exemple, évidemment, c'est ce Game 7 contre Boston. Match à l'extérieur, saison potentiellement terminée, et là, Embiid te sort le plus grand match de playoff de sa carrière. Il sort le match qui fait basculer toute la série, celui qui élimine enfin les Celtics, celui qui donne l'impression que le process existe encore au moins un petit peu. Quand on voit un pivot de 2m15 faire une dinguerie pareille en playoff,
playoffs à ce moment-là en plus, on peut comprendre pourquoi à Philly on continue d'espérer. Même diminué, il attire toujours les prises à deux, il pèse dans la raquette, il provoque des fautes, il ralentit le match, il trouve des passes. Son retour contre Boston a transformé la série. Pas juste parce qu'il a scoré, parce qu'il a aimanté les défenses, libéré ses coéquipiers et enlevé énormément de pression à l'attaque des Sixers. Et franchement, même pour les plus optimistes, après une opération de l'appendicite, c'était assez impensable d'imaginer un retour à un tel niveau pour le pivot. Le mec se fait opérer le 9 avril, 17 jours plus tard, il revient en plein milieu des playoffs contre Boston, colle plus de 25 points et 10 rebonds dès son premier match, puis tourne à 28 points, 9 rebonds et 7 passes sur la fin de série. Donc oui, même aujourd'hui, Embiid reste une star de la NBA. Peut-être plus le monstre totalement incontrôlable qu'il était avant, mais encore une énorme star. Pourtant, ce serait hypocrite de dire que quelque chose dernièrement n'a pas changé dans son jeu. Il y a encore 2-3 ans, Embiid donnait l'impression d'imposer sa loi à toute la ligue, il dominait naturellement, physiquement. Là aujourd'hui, j'ai davantage l'impression de voir un immense joueur qui survit comme il peut tout en essayant de rester dominant. La série contre New York a clairement accentué ça. Au Game 1, il finit à 14 points dans une rouste. Ensuite, il manque un match à cause de sa cheville et de sa hanche. Puis il revient, encore diminué. Et malgré ça, dans le Game 4 de l'élimination, il colle quand même 19 points sans rater un tir en première mi-temps. Ça aussi, c'est fou. Peu de joueurs peuvent encore faire ça au deuxième tour des playoffs contre une défense aussi physique. Et c'est justement autour de tout ça que se situe le gros paradoxe autour d'Embiid. Le piège pour les Sixers, c'est pas qu'Embiid soit devenu nul, franchement non. Le piège depuis des années, c'est qu'il est encore suffisamment fort pour que t'aies envie à chaque fois de lui donner une dernière chance. Puis tu regardes le nombre de matchs joués, les blessures, les playoffs avec le corps en vrac, et là tu ne peux plus juste parler de talent. Son niveau est encore là par séquence, mais niveau fiabilité, c'est zéro, ou presque. Maintenant, je veux vraiment éviter le raccourci, les Sixers sont meilleurs sans Embiid. C'est faux. Avec Embiid, tu peux poser le jeu sur demi-terrain, le trouver au poste, le servir dans ses zones préférentielles où la défense hésite toujours un peu entre faire une prise à deux, le laisser jouer, fermer la raquette et abandonner les shooters au périmètre. Rien que par sa présence, il crée des casse-têtes chez tous les coachs adverses. Donc non, Embiid ne sert pas plus à rien, c'est pas le sujet. Mais avec lui, le jeu devient forcément plus lourd, plus installé, plus contrôlé. On attend qu'il se positionne dans la peinture, Maxey doit parfois ralentir ses courses, Edgecombe doit davantage rester au périmètre et tout le monde attend ce que Joel va provoquer. Quand Embiid est proche de son meilleur niveau, ça se justifie, sauf qu'aujourd'hui cette version dépend trop de son état physique. S'il bouge bien, ça fonctionne. S'il est diminué, tout peut devenir très vite hyper laborieux. Sans lui, par contre, Philly ressemble à une autre équipe avec un visage totalement différent. Normalement, perdre Embiid, ça devrait juste provoquer un trou énorme dans la raquette, et pendant longtemps, les saisons précédentes, c'était exactement ça. Les minutes sans lui, c'était souvent on serre les dents, on limite la casse, et on espère qu'il reviendra rapidement. Mais cette saison, on a vu autre chose. Sans Embiid, les Sixers jouent plus petit, plus vite, plus dynamique. Maxey pousse le ballon, Edgecombe attaque les espaces, les extérieurs jouent davantage en mouvement, ça drive, ça ressort, ça cherche le tir rapide. Le basket est moins safe, c'est sûr, mais il semble aussi plus naturel pour ce groupe-là. Et attention, je dis pas forcément que Philadelphie joue mieux comme ça, mais au moins ça me semble plus cohérent avec cet effectif, plus sensé. Il y a un match en début de saison contre Orlando qui l'a vraiment montré. Sans Embiid, les Sixers gagnent. Maxey et Edgecombe compilent presque 70 points à eux deux, et surtout, on a vu une équipe qui n'attendait pas que leur pivot organise toute la possession. Ça court, ça attaque tôt, ça prend les tirs avant que la défense soit installée, et c'est peut-être là que Maxey est le plus dangereux, quand le match s'ouvre, quand il peut accélérer, quand il peut punir en transition. Et Edgecombe, le rookie drafté avec le 3e choix de la dernière draft, dans ce délire-là, il colle parfaitement. Il doit se développer encore évidemment, il est très jeune, mais son profil va dans cette direction. Explosivité, énergie, défense, transition, pression sur le cercle. Lui, il n'a pas besoin que tout soit installé pour peser dans un match. Au contraire, il a besoin de liberté, d'espace, de rythme, de possession ouverte. Autour d'Embiid, il peut être utile bien sûr, mais dans une équipe qui joue à la façon Maxey, avec de la vitesse et du chaos offensif, son jeu paraît beaucoup plus naturel. C'est pour ça que pour moi, cette histoire d'identité pour les Sixers en ce moment compte autant. La question, vous l'avez compris, c'est pas vraiment de savoir si les Sixers sont meilleurs sans Embiid, c'est plutôt de savoir quelle identité colle le mieux à ce roster. Une équipe NBA, ça se construit pas juste en mettant des bons joueurs dans un shaker en espérant que ton cocktail devienne miraculeusement parfait, il faut une direction. Autour d'Embiid, tu cherches des shooters, du contrôle, du demi-terrain. Autour de Maxey et Edgecombe, tu vas plutôt chercher de la vitesse, des athlètes, des porteurs de balles, des gars qui courent et qui remettent la pression tout de suite. Deux points de vue très différents, opposés même. Et mon impression aujourd'hui, c'est que Philly a l'air complètement coincé entre ces deux mondes contradictoires.
C'est ça le vrai problème, Nick Nurse sait peut-être enfin ce qu'il peut faire avec ce groupe sans Embiid. Une équipe plus rapide, plus agressive, plus moderne, pas parfaite mais cohérente. Par contre, il ne sait plus vraiment comment construire durablement avec lui, parce que son corps ne permet plus d'installer une identité qui tourne autour de lui sur toute une saison. Alors Nurse alterne, s'adapte, bricole, et à force, ces Sixers, plus personne ne sait qui ils sont, pas même eux-mêmes. Et dans la NBA actuelle, quand tu ne sais même plus qui tu es, quelqu'un finit toujours par te le rappeler brutalement. Le sweep contre New York vient de cristalliser ça de la façon la plus violente possible. Heureusement, au milieu de ce bourbier, il y a quand même quelques bonnes nouvelles pour Philly. Parce que si on parle autant de tourner une page, c'est aussi parce qu'une autre commence à s'écrire. Tyrese Maxey aujourd'hui, c'est plus juste le jeune qui soutient Embiid. Cette saison, il tourne autour des 28 points, plus de 6 passes, et en playoff, il continue à porter un volume énorme avec plus de 40 minutes par match. Il donne le tempo, il attaque le premier rideau, il pousse dès que la défense n'est pas replacée. Maxey, maintenant, c'est l'âme offensive naturelle de cette équipe. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est dur à assumer, mais une fois qu'on a bien en tête que c'est lui qui doit être le patron, ça change complètement l'avenir de la franchise. Parce que son jeu colle beaucoup mieux à la NBA d'aujourd'hui. Vitesse, prise de risque, prise de décision rapide, spacing. Maxey peut jouer sur demi-terrain, bien sûr, mais quand le match s'ouvre, c'est là qu'il est le plus dangereux. Son tir force les défenses à le prendre haut, sa vitesse les oblige à reculer, et ses progrès à la passe l'empêchent d'être juste vu comme un scoreur qui fonce tête baissée. Il peut créer le premier avantage, puis ressortir proprement sur les shooters. Et avec lui, le rookie VJ Edgecombe apporte un truc que Philly n'avait pas vraiment jusque-là. Il est encore brut, c'est certain, mais son profil et son potentiel sont tellement intéressants. Edgecombe à 20 ans, c'est pas encore une star installée, faut rester sérieux. Il a encore beaucoup de déchets dans son jeu, son adresse peut varier, ses lectures ne sont pas toujours les meilleures, mais sur sa saison rookie, il tourne déjà à 16 points, 5 rebonds et 4 passes avec une belle activité défensive. Et surtout, il a déjà montré qu'il pouvait répondre sous pression. Son match 2 contre Boston, avec 30 points, 10 rebonds et 6 tirs à 3 points, c'est pas un petit signal. Edgecombe est un rookie qui débarque en playoff et qui direct prouve à tout le monde qu'il peut exister à ce niveau. Dans une franchise qui cherche sa direction, ce genre de recrue peut compter énormément dans la façon dont désormais il faut envisager l'avenir. Puis sa complémentarité avec Maxey est assez naturelle. Maxey apporte sa vitesse avec plus de maîtrise, plus de scoring, plus de contrôle. Edgecombe apporte sa vitesse avec de la puissance, de l'imprévisibilité, de la pression physique. Il peut défendre, courir, attaquer les espaces, mettre le bazar dans les défenses adverses. Et quand ils jouent ensemble, les deux, on commence à avoir une idée claire. Une équipe qui joue tôt, multiplie les drives, les transitions, ouvre le terrain et force l'adversaire à reculer au lieu d'attendre sur une attaque placée. Après, c'est sûr, ce jeu-là crée du déchet. Il y a encore plein d'optimisations à faire, mais au moins, si on part dans cette direction, on pourrait savoir vers où les Sixers vont. Et c'est là que se trouve la nuance avec Embiid. Avec Joel, Maxey et Edgecombe peuvent être très bons évidemment, mais ils doivent souvent s'adapter autour de lui. Sans lui, ils deviennent beaucoup plus naturellement le centre du projet. Le ballon circule autrement, les responsabilités changent, le rythme aussi. Ce n'est pas une question d'ego, c'est mécanique. Quand t'as un pivot comme Embiid, le jeu s'organise autour de sa gravité, c'est comme ça. Mais quand il n'est pas là, les extérieurs prennent les clés. Et bien sûr, vous commencez à le comprendre, à mes yeux, c'est bien autour de ces deux jeunes que le futur des Sixers doit désormais se construire. Pas parce que Maxey offre forcément aux Sixers la promesse d'être contender, on n'en est pas là, mais il donne une projection plus simple, plus moderne, plus développable. Tu peux recruter des athlètes autour de lui, des shooters, des défenseurs, des joueurs capables de courir en transition, de switcher, de pratiquer un basket de mouvement, des profils comme Edgecombe en fait. Ce serait jeune, ce serait imparfait, mais ça ajouterait de la cohérence. Et après une ère aussi lourde que celle de Joel Embiid à Philly, retrouver une direction claire, ce serait déjà énorme pour ces Sixers. Et ouais, ça devient un problème, avec Embiid sur le terrain, cette équipe est constamment obligée de s'adapter. Avec Maxey et Edgecombe en leader, ils peuvent développer une culture, avec des automatismes durables. Voilà pourquoi le pire choix maintenant, ce serait l'immobilisme, et laisser les choses se dégrader d'elles-mêmes. Cette saison, on l'a dit, Embiid est encore très fort quand il est là, autour des 27 points, presque 8 rebonds, près de 4 passes, sauf qu'il ne joue que 38 matchs, et à partir de là, tout devient bancal. Pendant des semaines, Philly apprend à jouer sans lui, puis il revient, et il faut tout réadapter, puis il ressort, puis il revient diminuer. Au bout d'un moment, ce n'est plus une équipe qui se construit, c'est une équipe qui en permanence doit jouer avec les incertitudes. Et ces incertitudes, autant tu les gères comme tu peux en saison régulière, en play-off, c'est plus du tout la même tambouille. Embiid manque le début de la série contre Boston, revient, aide à renverser la série, puis arrive contre New York avec le corps encore en vrac. Game 1 compliqué, Game 2 manqué, retour avec la hanche et la cheville touchées, des minutes à surveiller. Pour Nick Nurse, c'est l'enfer de préparer un match-up. Tu ne prévois pas juste un match, tu prévois presque deux équipes différentes, avec Embiid et sans Embiid. C'est trop. Sportivement, c'est pas viable d'être dans une telle situation sur une si longue durée. Parce qu'avec Embiid, il faut prévoir le spacing autour de lui, les systèmes pour le trouver, les shooters pour punir les aides, une défense organisée
autour de sa présence. Sans lui, il faut courir davantage, ouvrir le terrain, donner plus de ballons aux extérieurs, accepter plus de déchets. Vraiment deux manières opposées de jouer. Et quand tu passes de l'une à l'autre en pleine série, du jour au lendemain, comment tu veux construire des automatismes, de la continuité? Je veux pas en faire trop, parce que maintenant je pense que vous avez compris où je veux en venir, mais pendant ces playoffs, j'ai trouvé cette situation ultra toxique. Maxey doit parfois être le moteur exclusif de l'attaque, puis se transformer en créateur demi-terrain en présence d'Embiid. Edgecombe doit parfois courir, provoquer, jouer librement, puis d'autres fois se discipliner et jouer contre nature dans un basket plus posé. Les role-players doivent parfois attendre le ballon au périmètre après une prise à deux sur Joel, et sans lui, on leur demande de provoquer. Au bout d'un moment, plus personne ne sait ce qu'il doit faire, tout le monde devient schizophrène, c'est compliqué. Les automatismes, les habitudes, les réflexes collectifs, ça peut pas se développer quand tu changes de rôle d'un match à l'autre. Et franchement, je comprends qu'au bout d'un moment, ce genre de situation pèse sur le moral des troupes. Avec les Sixers, chaque série de playoffs finit presque par devenir un point infirmerie constant. Est-ce qu'Embiid joue? Combien de minutes? Est-ce qu'il boite? Est-ce qu'il peut défendre sur pick and roll? Même quand il est bon, t'es obligé de te demander s'il pourra refaire ça dans 2 jours. Ça peut devenir lourd à gérer pour les autres. Les joueurs doivent s'adapter à la volée, les coachs doivent trouver des solutions. Logique après que sur le terrain, parfois ça bégaye. Maintenant, même si bien sûr c'est lui qui est au cœur de cette situation, je trouve que c'est quand même difficile d'en vouloir à Joel. Il ne choisit pas d'être blessé, même si son hygiène de vie peut potentiellement être remise en question. Cette saison encore, il a joué diminué, il est revenu aussi vite qu'il a pu, il a donné tout ce qu'il pouvait quand il était là. Mais le problème, c'est que Philly ne vit plus autour des perfs d'Embiid. Philly vit au rythme de son état de santé. Et quand une franchise entière dépend autant de la hanche, de la cheville, du genou ou de l'énergie du soir de son joueur majeur, même si ce joueur reste immense, ça devient un gros frein. Voilà le vrai danger, rester coincé entre 2 versions d'une même équipe sans en assumer une totalement. Et là où le problème s'amplifie quand on imagine un transfert, c'est que derrière ça, il y a une réalité beaucoup plus froide à assumer. Parce qu'Embiid, c'est plus seulement un dossier sportif, c'est aussi un dossier économique énorme. Cette saison, il gagne déjà plus de 55 millions de dollars. Derrière, ça grimpe vers 60, puis 64, puis quasiment 69 millions avec sa player option. Si tout va au bout, Philly a encore près de 250 millions engagés sur lui. Pour un MVP en pleine force de l'âge, déjà ce serait massif. Pour un intérieur de plus de 30 ans, avec cet historique médical, c'est gigantesque. Et ce qu'il faut savoir en plus et qui complique les choses, c'est que dans la NBA actuelle, ce genre de contrat ne peut absolument plus se gérer comme avant. Avec les nouveaux accords, les très gros salaires ne sont plus juste chers, ils peuvent bloquer toute une franchise. Si tu récupères Embiid, tu récupères pas seulement un ancien MVP, tu récupères un contrat qui pèse sur ta masse salariale, ta capacité à compléter l'effectif, tes exceptions et tes futurs trades. Avec le système des aprons, surtout le second apron, les équipes trop chères perdent énormément de liberté. Voilà pourquoi en cas de trade, va falloir trouver une équipe qui est d'accord pour absorber cet immense contrat, et rendez-vous en compte, ça ne court pas les rues. Parce que pour trader un joueur à plus de 55 millions, il faut envoyer énormément de salaire en retour, souvent plusieurs gros contrats, ou alors un autre énorme contrat. Sauf que beaucoup d'équipes ambitieuses sont déjà chères, avec leurs stars, leurs role-players bien payés, leurs contraintes. Donc une franchise qui voudrait Embiid doit d'abord se demander si elle est bien prête à miser la moitié de son cap sur un joueur génial mais en cristal. Ce salaire va calmer pas mal de dirigeants, j'en suis certain. C'est pour ça que du côté de Philly, si on veut transférer Joel Embiid, faut vraiment pas s'attendre à une grosse contrepartie. Si quelqu'un veut bien de lui, c'est limite une chance, et si c'est le cas, limite, faut pas hésiter à le brader. Les Sixers ne vendent plus du tout le MVP 2023 à son prime. Ils vendent un joueur ultra dominant, oui, mais qui emmène avec lui tout le package pourri qu'il y a autour de lui, l'âge, le contrat, les blessures. Donc si Philly, en échange de lui, espère 3 jeunes prometteurs, 4 pics et un paquet de Twix glacés, à mon avis, ils peuvent attendre longtemps. Et dans le même temps, je suis persuadé qu'en NBA, perdre un trade sur le papier à un moment M peut finalement sauver l'avenir d'une franchise. Si le but devient de récupérer des contrats plus courts, même toxiques, et peut-être 1 ou 2 joueurs utiles, là on parle déjà d'autre chose. J'ai presque envie de dire que de toute façon, il faut s'apprêter à accepter n'importe quelle offre. Embiid reste beaucoup trop fort pour être traité comme un boulet, faut pas abuser, mais son contrat fait peur. C'est pour ça que malgré son niveau, quand il est là, ça m'étonnerait que ça se bouscule au portillon le concernant. Plus Morey attend, plus sa valeur va baisser, et plus ça pourrait lui coûter cher de l'envoyer ailleurs. Donc y a pas le choix, là, va falloir être opportuniste. Mais maintenant, la grosse question, là, ça va être de savoir quelle équipe pourrait être capable de tenter un tel délire. Déjà, le point positif, c'est qu'Embiid n'a pas de no-trade clause, donc en théorie, il ne peut pas bloquer un transfert. Son contrat, sa santé et le nouveau CBA sont déjà des verrous assez gros. Il ne faut donc pas chercher une équipe prête à donner beaucoup, il faut chercher une autre équipe coincée
financier frustré, avec un gros contrat que le front office veut brader, avec un manque de superstars et un GM qui pourrait se dire que son projet plafonne, alors autant tenter un coup énorme. Et là, même si ça ne correspond pas à tous les critères que j'ai cités, j'ai quand même assez rapidement pensé à Toronto. Les Raptors ont Scottie Barnes, des jeunes intéressants, mais un projet qui, je trouve, reste difficile à lire, malgré un très bon premier tour de playoff cette saison. Brandon Ingram a un gros contrat, même s'il est moins long et moins violent que celui d'Embiid, et Toronto a l'air de vouloir s'en séparer, car pour ce prix, le feat avec Barnes c'est quand même bien moche. Alors pourquoi ne pas transformer un ailier qui t'encombre en superstar intérieur au profil beaucoup plus rare? Le risque est réel au vu de la santé et du contrat de Joel, mais les Raptors ont un jeu qui semble bien mieux convenir à Embiid, même s'il faudra ensuite recruter en fonction pour Toronto, histoire d'avoir un minimum de spacing autour de ce duo, le pari pourrait peut-être se comprendre. Ça ne garantit rien, c'est clair, mais avec un tel deal, tu augmentes directement le plafond potentiel de l'équipe. Et pour les Raptors, contre Brandon Ingram plus quelques salaires, pas sûr que tu trouves beaucoup mieux que Joel Embiid. Golden State ensuite, ce serait une autre logique, tenter un dernier all-in autour de Curry. Les Warriors ont déjà tenté le coup de Jimmy Butler pour prolonger leur fenêtre, donc maintenant qu'il s'est blessé, un nouveau pari énorme ne serait pas absurde. Sur le papier, Curry plus Embiid, ça peut même ressembler à un fantasme, le plus grand shooter de l'histoire avec un pivot capable de punir les switches et d'attirer les aides. Forcément, ça peut avoir du potentiel. Tu peux imaginer un package autour de Jimmy Butler après sa rupture des croisés, financièrement, ça match. Mais encore une fois, niveau risque, pour la franchise de San Francisco, on est sur du lourd. Parce qu'avec Curry, Draymond et Embiid, on aurait un noyau vieux, cher, fragile et quasiment impossible à entourer financièrement. Oui, dans une version idéale, ça peut faire peur, mais dans la vraie vie, ça ressemble surtout à un kit ou double avec beaucoup plus de chances de faire kit. Soit tu mises tout pour tenter une dernière fois de relancer la dynastie, et j'y crois pas trop, soit tu termines avec des contrats ingérables et plus aucune marge pour le futur. Puis il y a Miami évidemment, parce que Miami, ça reste Miami. Le Heat on n'y pense pas forcément, mais culturellement il y a peut-être un truc à faire. Pat Riley n'a jamais été du genre à reconstruire tranquillement pendant 5 ans. Miami aime les stars, les gros paris, et Spoelstra aime relancer des joueurs auxquels plus personne ne croit. Après, le fit est loin d'être simple. Si Bam reste, Embiid et lui ensemble, offensivement, ça peut devenir très lourd. Si Bam part, tu sacrifies un joueur plus jeune et plus fiable contre un mec absent la moitié du temps. Donc je ne dis pas que c'est probable, je dis que Miami peut au moins passer un appel pour connaître le prix. De toute façon, faut en être conscient, va pas y avoir 10 équipes qui vont se faire la guerre pour obtenir Embiid cet été. Mais tu peux peut-être trouver 2 ou 3 franchises du ventre mou qui pourraient vouloir transformer leurs problèmes actuels en problèmes plus excitants, au moins pour la fanbase. Parce qu'un ancien MVP, même fragile, ça reste un ancien MVP, ça vend une ambition, ça remplit des salles. Et en NBA, j'ai l'impression qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera capable de penser que lui est capable de réparer ce que les autres n'ont jamais réussi à réparer. De toute façon, il n'y a pas besoin de trouver 15 équipes qui sont capables de croire en Embiid, il suffit d'en trouver une. Et là, si t'es prêt à complètement brader Joel, bah t'as peut-être une chance. Maintenant, attention, le brader, ça veut pas non plus dire qu'il faut complètement lui manquer de respect. Parce qu'Embiid à Philly, c'est pas juste un joueur qui aura porté le maillot pendant longtemps, c'est le visage du process, les années de tanking, les défaites assumées, les choix de draft accumulés, l'idée folle qu'il fallait d'abord souffrir très fort pour retrouver les sommets. Parce qu'au final, le seul qui a vraiment validé ce process, c'est lui. Simmons a échoué, Fultz a échoué, Noel a échoué, Okafor a échoué. Embiid, lui, aura au moins réussi temporairement à redonner de l'espoir à ses Sixers. Donc non, vraiment, je trouverais ça malpropre de vouloir le dégager salement. Il a gagné un MVP, il a enchaîné des saisons monstrueuses, il a porté une fanbase qui attendait enfin de revivre quelque chose, et son MVP 2023, franchement, ça reste immense. Plus de 33 points par match, une domination offensive rare pour un pivot moderne, une vraie validation après toutes les blessures, toutes les moqueries, tous les débats. Pendant un moment, Embiid a vraiment été l'un des joueurs les plus dominants du monde. Mais le process devait apporter plus que ça, c'est dur à dire, mais c'est la vérité, l'objectif c'était le titre, ou au moins une finale NBA. Là, le mieux qu'on ait eu, c'est des matchs 7 et des demi-finales de conférence, c'est vraiment pas à la hauteur des ambitions qui étaient affichées au départ. De toute façon, là je crois qu'il y a eu trop d'échecs, et qu'au final, certaines plaies resteront totalement béantes tant qu'une page ne sera pas tournée. Kawhi en 2019 avec ce tir impossible qui rebondit 4 fois sur le cercle, Atlanta en 2021 avec Ben Simmons qui choke alors que les Sixers étaient premiers de l'Est, Boston en 2023 avec l'avance 3-2 qui a été complètement gâchée, les Knicks en 2024 malgré un match à 50 points d'Embiid, puis cette saison l'euphorie Boston avant le mur New York. À chaque fois tu peux trouver des raisons, parfois même des vraies, mais au bout d'un moment les excuses n'effacent plus la déception.
Et là honnêtement, la seule chose que j'espère, c'est que Daryl Morey est vraiment conscient de tout ça. Maintenant, on peut pas non plus lui en vouloir au GM, il a essayé, il a tenté Harden, il a tenté Paul George, il a cherché de la création, du spacing, des role-players, des solutions autour d'Embiid. On peut critiquer plein de choix, bien sûr, mais il n'a pas juste regardé la fenêtre se fermer sans rien faire. Le problème, c'est que maintenant, il doit peut-être faire le move le plus difficile de son mandat. Pas encore ajouter une nouvelle pièce autour de Joel, mais sûrement accepter que son histoire a déjà donné à Philly tout ce qu'elle pouvait donner. S'il n'en est pas capable, alors oui, il faudra peut-être se poser la question de changer de general manager. Un bon dirigeant, c'est aussi quelqu'un qui sait dire stop au bon moment. Puis sans Embiid, Philly, avec un Maxi déjà installé et un Edgecombe avec plein de potentiel, ne se retrouverait pas non plus complètement à poil. Ce sera dur évidemment, ce sera même violent émotionnellement, mais respecter Embiid, c'est aussi peut-être éviter de l'emmener jusqu'au crash. Je suis pas sûr qu'attendre encore et fermer les yeux sur ce qui se passe soit une vraie preuve de loyauté. Donc oui, si une opportunité se présente, même si elle est pas folle, les Sixers doivent appuyer sur la gâchette. Point. Certaines histoires ne se terminent parfois pas comme on les avait imaginées au départ. C'est comme ça. Alors je n'ai que 2 mots à dire, Free Embiid. Mais vous en pensez quoi de votre côté? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il est définitivement temps de tourner la page Joel Embiid à Philadelphie? Et si oui, est-ce que vous pensez qu'une équipe serait prête à tenter le pari? Laquelle selon vous? Bref, dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de cette situation. Ensuite, si la vidéo vous a plu, pensez à la booster s'il vous plaît, ça aide énormément au niveau de l'algorithme. Enfin, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous ici, promis, avec tout ce qui arrive dans les prochains jours, vous ne le regretterez absolument pas. Merci en tout cas la team de m'avoir écouté, et nous on se retrouve tout de suite juste en dessous dans la section commentaires.